humain vivant. Du grec, anatomie signifie avancer en coupant ou couper à travers. Elle constitue la base indispensable de la pratique médicale et permet, avec des moyens d'exploration, la compréhension des pathologies. Méthode d'étude. Les méthodes d'étude de l'anatomie sont nombreuses et ne cessent de s'enrichir. Procédé d'observation directe. L'inspection apprécie les proportions, les formes, les postures et les mouvements. La mensuration permet l'étude des modifications de taille d'un organe ou d'un segment du corps. La pesée étudie les variations de poids d'un viscère ou de l'organisme. La palpation permet d'identifier les saillies osseuses, de définir la consistance des organes et d'apprécier les pulsations vasculaires. La percussion localise les viscères bas ou sonores en frappant la surface du corps avec le doigt. L'auscultation détecte les sons émis par les organes. L'endoscopie examine les cavités du corps en utilisant une instrumentation spéciale. Exemple, la gastroscopie permet de voir l'intérieur de l'estomac. La dissection est la technique de base et fondamentale de l'anatomie. Elle est utilisée quotidiennement en chirurgie pour séparer et isoler les structures anatomiques. Procédé d'observation indirecte, imagerie médicale. Premièrement, radiologie. La radiologie fait appel au rayon X et permet d'obtenir soit un cliché standard correspondant à une image de la projection du corps sur un film, soit une tomographie donnant une image de coupe anatomique. Elle procède de 3 techniques. La radiographie sans préparation permet de visualiser les organes radio-opaques tels que le squelette et les structures gazeuses. La radiographie avec préparation utilise une substance radio-opaque ou un produit de contraste qui est déposé à l'intérieur d'une cavité ou d'un conduit. Il s'agit donc d'un moule radiographie dont l'interprétation exige une connaissance de l'anatomie normale. Le transit œsogastro-duodénal permet la visualisation du transit par ingestion de la baïque. L'urographie intraveineuse permet la visualisation des reins et des voies urinaires jusqu'à la vessie. La tomodensitométrie ou scanographie est une technique basée sur l'analyse de la différence d'absorption tissulaire des rayons X. Elle donne des images de coupe anatomique ou des images reconstruites dans les 3 dimensions de l'espace. Deuxièmement, scintigraphie. La scintigraphie étudie un organe après injection d'une substance radioactive spécifique captée par cet organe. Exemple, scintigraphie osseuse. Cette imagerie isotopique permet de détecter les troubles fonctionnels. Troisièmement, échographie. L'échographie utilise des ultrasons pour l'étude des organes. Elle constitue la méthode de choix pour l'exploration du foie, du rein et de l'utérus gravid, mais aussi du cœur. Elle donne de véritables images de coupe anatomique du corps de manière anodine et ambulatoire. Imagerie par résonance magnétique, IRM. Le principe est de faire résonner ou osciller certains noyaux du corps, particules de protons en particulier, le sujet étant placé dans un champ magnétique intense. Les variations de cette résonance sont analysées par un ordinateur qui reproduit des images anatomiques d'une précision inégalée, surtout pour des organes. Elle permet, par exemple, la différenciation des substances grises et blanches de l'encéphale. Tomographie par émission de positons. La tomographie par émission de positons est une technique d'avenir associée à la tomodensitométrie ou à l'IRM. Elle permet l'exploration morphologique et fonctionnelle des organes. Techniques particulières. Les techniques particulières sont nombreuses, citant le moulage et la plastinisation. Le moulage consiste à injecter un produit plastique ou du latex dans les conduits ou les cavités, puis à effectuer la corrosion de la pièce. On obtient ainsi un moulage tridimensionnel exact. La plastinisation est une technique de conservation anatomique qui permet de disposer de pièces pédagogiques saines, inodores, robustes et de manipulation facile. La technique comprend plusieurs phases: la fixation de la pièce au formol, la déshydratation
et l'imprégnation sous pression avec polymère. Différentes orientations de l'anatomie. L'anatomie générale étudie de façon synthétique l'organisation morphologique et fonctionnelle des systèmes anatomiques. L'anatomie de surface étudie les formes et les reliefs superficiels du corps. Elle est la base de l'anatomie artistique et de la typologie. L'anatomie descriptive étudie les différents organes séparément, position, orientation, forme, dimension, poids, couleur, consistance, configuration interne. Elle constitue la base de l'anatomie. L'anatomie topographique. L'anatomie topographique étudie les organes d'une même région anatomique et les rapports qu'ils contractent entre eux. L'anatomie fonctionnelle étudie les relations qui unissent la morphologie et la fonction des organes. L'anatomie chirurgicale décrit les voies d'abord des différents organes ainsi que les obstacles rencontrés au cours des interventions. L'anatomie morphologique ou palpatoire est l'étude des formes extérieures et des reliefs du corps. Elle est la base de l'approche clinique par la palpation. L'anatomie anthropologique étudie les variations morphologiques existantes entre les différents individus et les races. L'anatomie comparée étudie les rapports qui existent entre les structures homologues de tous les animaux, y compris l'espèce humaine. La phylogenèse est l'étude de l'enchaînement des transformations chronologiques de la morphologie des espèces vivantes au cours du temps. L'anatomie radiologique étudie indirectement l'anatomie humaine par des techniques de reconstruction physique de l'image. L'anatomie microscopique ou histologique étudie les structures à l'échelle cellulaire. L'anatomie pathologique est l'étude de la structure des organes atteints par un processus pathologique, cancer, infection, maladie dégénérative. L'anatomie du développement est l'étude de la transformation morphologique de l'individu de la fécondation à l'âge adulte. Elle comprend le développement embryonnaire ainsi que la croissance ultérieure de l'organisme. L'embryologie est l'étude de l'évolution de l'embryon depuis la conception jusqu'à la 8e semaine de développement maximum, soit 10 semaines d'aménorrhée. La fétologie est l'étude du développement du fœtus depuis la période embryonnaire jusqu'à la naissance. L'organogenèse comprend la formation et le développement des organes, c'est-à-dire l'embryologie et la fétologie. La période postnatale correspond au développement de l'enfant. Elle comprend 4 stades. La première enfance correspond à la première année. La moyenne enfance s'étend de la première à la 6e année. La grande enfance s'étend de la 6e année à la puberté. L'adolescence s'étend de la puberté à la maturité, soit environ 18 ans pour les filles et 20 ans pour les garçons. La kératologie est l'étude des malformations et des monstruosités congénitales. Il peut s'agir soit d'une insuffisance d'organogenèse ou dysgénésie, soit d'un arrêt d'organogenèse ou aplasie, soit d'une absence totale d'organogenèse ou agénésie. Terminologie anatomique. Position anatomique de référence. La position anatomique de référence est définie ainsi par une convention internationale: corps humain debout, les membres supérieurs pendant le long du corps, la paume des mains tournée en avant, l'auriculaire sur la couture du pantalon, les pieds parallèles entre eux, le regard droit et horizontal. Axe anatomique de référence. L'axe du corps se définit par la verticale abaissée d'un point situé au sommet du crâne de vertex, le sujet étant en position anatomique de référence. L'axe du corps se confond avec le centre de gravité. Il passe par le dos de la scène à 1 cm environ en arrière des processus cliniques postérieurs, par le corps de l'axis et le corps de la première vertèbre lombaire, par le centre de gravité du corps situé en avant de la deuxième vertèbre sacrale, en avant des lignes d'union, des centres, des articulations du genou et de la cheville. L'axe de la main correspond à l'axe longitudinal passant par l'humerus. L'axe du pied correspond à l'axe horizontal passant par le deuxième orteil. Plan de référence, l'étude du corps humain se fait en fonction des 3 plans fondamentaux de l'espace.
Plans sagittaux. Les plans sagittaux sont des plans verticaux orientés dans le sens antéro-postérieur, c'est-à-dire dans le trajet d'une flèche traversant le corps. Le plan sagittal médian passe par l'axe du corps et définit le côté droit et le côté gauche. C'est-à-dire, ce plan-là partage le corps en deux moitiés, une moitié droite et une moitié gauche. Les plans parasagittaux sont parallèles au plan sagittal médian. Dans le plan sagittal s'exécutent les mouvements de flexion-extension, c'est-à-dire en restant dans le plan sagittal, le mouvement doit rester comme ça. Donc ça, ce mouvement-là est un mouvement de flexion-extension. Dans le plan sagittal s'exécutent les mouvements de flexion-extension. Si on reste dans le plan, on fait des mouvements en avant, donc c'est la flexion, et on fait des mouvements en arrière, donc c'est l'extension. Donc dans le plan sagittal s'effectuent les mouvements de flexion-extension. Les plans frontaux sont des plans verticaux perpendiculaires au plan précédent. Ils sont parallèles au plan du front. Le plan coronal est le plan frontal qui passe par l'axe du corps. Il définit la face ventrale et la face dorsale, c'est-à-dire un plan qui passe par la moitié du corps. Donc il va laisser une partie antérieure, donc c'est la face ventrale, et une partie postérieure, c'est la face dorsale. Dans le plan frontal s'effectuent les mouvements d'abduction et d'adduction. Les plans horizontaux sont perpendiculaires aux deux autres et coupent transversalement le corps. Ils définissent le crânien et le caudal, c'est-à-dire ce qui est au-dessus, c'est la partie crânienne, et ce qui est au-dessous, c'est la partie caudale. Donc ils définissent le crânien et le caudal. Les coupes transversales anatomiques chez un sujet debout en position de référence sont des images vues par le haut, c'est-à-dire observées dans le sens crânio-caudal. Autrement dit, l'orientation sera la suivante. Le côté ventral est au haut du tableau et le côté droit est sur votre droite. Sur une coupe passant par la première vertèbre lombaire, on trouve ici le foie à droite, la rate à gauche et l'estomac presque entre les deux organes. Les coupes transversales ou axiales de l'imagerie médicale sont des vues d'un sujet en décubitus dorsal. Ce sont des images en vision caudo-crânienne. Ces clichés regardés en verso correspondent aux images classiques des coupes transversales anatomiques. Sur une coupe transversale de l'imagerie médicale, le côté droit est sur votre gauche et le côté gauche est sur votre droite. Et le ventral est au haut du tableau. Donc le côté ventral et le côté gauche. Donc le foie est à droite, la rate est à gauche et l'estomac entre les deux organes. Dans le plan horizontal s'effectuent les mouvements de rotation. C'est-à-dire, si on reste dans le plan, ce qui est permis, c'est ça. Donc, dans le plan horizontal s'effectuent les mouvements de rotation latérale et médiane. Maintenant, si on s'adresse aux axes, on parle aussi, comme on parle de plan, on parle aussi d'axe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un axe horizontal? Qu'est-ce que ça veut dire un axe sagittal? Et qu'est-ce que ça veut dire un axe vertical? Un axe horizontal, c'est un axe qui s'étend de droite à gauche, comme ça. Ce qui est permis autour de cet axe sont des mouvements de flexion-extension. Donc, un axe horizontal est comme ça. Donc, c'est comme une pendule. Donc, comme ça. Autour de l'axe s'effectuent des mouvements de flexion-extension. L'axe sagittal, c'est un axe qui est antéro-postérieur, comme ça. Donc, ce qui est permis autour de cet axe-là sont des mouvements d'abduction-adduction. Un axe vertical, il est situé au centre du segment. Par exemple, si on s'adresse au bras, donc il passe par le centre de la diaphyse. Ce qui est permis autour de cet axe-là sont des mouvements de rotation médiane et rotation latérale. Terminologie de localisation. Les termes permettent de définir et de situer les éléments anatomiques les unes par rapport aux autres. Lorsque le plan de référence est le plan sagittal, on parle de interne et externe. Qu'est-ce que ça veut dire interne et externe? Une partie du corps est interne lorsqu'elle regarde à l'intérieur d'une cavité ou d'un bicep. Exemple,
le péritoine recouvre la face interne de la paroi abdominale. C'est-à-dire, si on s'adresse à la paroi abdominale, donc cette face-là est une face interne et cette face-là est une face externe. Donc ici, le péritoine recouvre la face interne de la paroi abdominale. Une partie du corps est externe lorsqu'elle regarde la face externe d'une cavité ou d'un viscère. Ces termes signifient aussi qu'une structure est respectivement plus ou moins loin du centre d'un organe, médial et latéral. Un élément est médial lorsqu'il est situé plus près du plan sagittal médian. Il est dit latéral dans le cas contraire. Homolatéral et contralatéral. Deux éléments sont homolatéraux ou ipsilatéraux lorsqu'ils sont situés du même côté par rapport à l'axe sagittal médian. Ils sont contralatéraux lorsqu'ils appartiennent à des côtés différents. Lorsque le plan de référence est le plan frontal, les termes antérieur ou ventral et postérieur ou dorsal permettent de situer les structures anatomiques par rapport au plan frontal. Un élément est antérieur ou ventral lorsqu'il est situé plus près de la paroi ventrale. Le terme antérieur ou rostral au niveau de la tête est plus spécifique pour la tête, les membres et la moelle spinale. Le terme ventral est utilisé pour le tronc. Un élément est dit postérieur ou dorsal lorsqu'il est situé plus près de la paroi dorsale. À la main, le terme planté signifie antérieur, le dos de la main étant face postérieure, lorsque le plan de l'œpède est le plan horizontal. Crânial et caudal, ces termes concernent essentiellement le tronc. Une partie est crâniale lorsqu'elle est plus proche de l'extrémité supérieure du tronc, elle est caudale dans le cas contraire. Proximal et distal, ces termes concernent essentiellement les membres. Une partie est proximale lorsqu'elle est plus proche de la racine du membre. Une partie est distale lorsqu'elle est plus proche de l'extrémité du membre. Supérieur et inférieur. Un élément est supérieur lorsqu'il est placé au-dessus d'un autre. Il est inférieur dans le cas contraire. Au pied, le terme planté signifie inférieur, le dos du pied étant la face supérieure. Autre terme utilisé, axial et abaxial. Axial signifie un élément situé dans l'axe du corps ou la partie d'une structure anatomique regardant un axe anatomique. Abaxial signifie un élément situé en dehors de l'axe du corps ou la partie d'une structure anatomique ne regardant pas un axe anatomique. Si on examine ici une coupe transversale passant par les métacarpiens, l'axe de la main passe par le médius. Le métacarpien 3 présente deux faces abaxiales. Ce sont des faces qui ne regardent pas l'axe. Donc, le métacarpien 2 présente une face axiale et une face abaxiale. Le métacarpien 4 présente une face axiale et une face abaxiale. Le métacarpien 1 présente une face axiale et une face abaxiale. Le métacarpien 5 présente une face axiale et une face abaxiale. Superficiel et profond. Un élément est superficiel lorsqu'il est plus proche de la surface du corps. Il est profond dans le cas contraire. Préfixe supra, infra et sous. Les préfixes signifient respectivement qu'une structure est au-dessus ou au-dessous d'une autre. Le préfixe sous est réservé à l'histologie, exemple sous-cutané. Termes composés. Certains éléments peuvent avoir une situation complexe et imposent d'utiliser des termes composés, exemple inféromédial. Organisation structurale du corps humain. Le corps humain est constitué d'une association de cellules différentes. La cellule représente l'unité morphologique et fonctionnelle de l'organisme. Le regroupement des cellules permet de distinguer le tissu, l'organe, le système et l'appareil. Premièrement, tissu. Les tissus fondamentaux sont au nombre de 4, nerveux, épithélial, musculaire et conjonctif. Le tissu nerveux est caractérisé par la présence de cellules hautement différenciées et spécialisées.
les neurones et deux cellules de soutien, les cellules gliales. Tissu épithélial. Le tissu épithélial recouvre les surfaces externes et internes du corps. Il assure la sécrétion glandulaire. Tissu musculaire. Le tissu musculaire est composé de cellules contractiles, les myocytes, ou fibres musculaires, et regroupé au sein des structures organisées, les muscles. Le tissu conjonctif forme la charpente du corps entier. Il est très polymorphe et se divise en trois groupes. Les tissus conjonctifs particuliers comprennent des tissus adipeux, élastiques ou réticulaires, tels que organes hématopoïétiques. Les tissus conjonctifs de soutien forment les cartilages et les os. Les tissus conjonctifs spécifiques sont deux variétés, lâches ou denses. Le tissu conjonctif lâche constitue les bourses et les gaines synoviales, la toile sous-cutanée ou fascia superficielle, les fascias internes, exemple fascia endothoracique, espace ischio-rectal, les ligaments viscéraux qui unissent les viscères à la paroi et assurent leur maintien. Le tissu conjonctif dense, plus résistant, constitue les fascias profonds, les fascias viscéraux, les ligaments squelettiques, les tendons et les aponeuroses. Le fascia profond est une lame fibreuse située sous le fascia superficiel. Le fascia profond est une lame fibreuse située sous le fascia superficiel. Le fascia viscéral correspond à la tunique adventice de certains viscères. Il est présent sur les faces viscérales dépourvues de membrane séreuse. Il porte le nom du viscère. Exemple, fascia vaginal, fascia vésicale. Origine des tissus. Au 15e jour du développement, le disque embryonnaire présente trois couches de cellules semblables, l'ectoblaste, le mésoblaste et l'endoblaste. Ces cellules sont à l'origine des quatre groupes de tissus fondamentaux. L'ectoblaste se différencie en épiblaste et plaque neurale. L'épiblaste donne l'épiderme, les phanères, les glandes cutanées et mammaires, l'adénohypophyse, l'émail dentaire, l'oreille interne et le cristallin. La plaque neurale est à l'origine du système nerveux, de la rétine, de la médullo-cérébrale et des mélanocytes. L'endoblaste devient endoderme et donne l'épithélium des appareils respiratoires, digestifs, urinaires et génitals, dont l'épithélium germinatif des gonades, l'épithélium de l'oreille moyenne, les glandes digestives, les tonsilles, la thyroïde et les parathyroïdes. Le mésoblaste se différencie en mésoderme et mésenchyme. Le mésoderme donne les muscles squelettiques et les muscles lisses, la dentine, le derme, les séreuses, lèvres péricarde péricoine, les cortico-surrénales, la rate, le système circulatoire et le système urogénital. Le mésenchyme donne le tissu conjonctif. Grand B, organe. L'organe est un ensemble de tissus variés, organisés pour remplir une fonction spécifique. Exemple, le muscle est un organe associant des cellules musculaires, des vaisseaux sanguins et des nerfs dont la fonction est de permettre la mobilité. Système anatomique. Le système anatomique est un ensemble complexe d'organes comparables du point de vue morphologique et fonctionnel. Exemple, le système musculaire est l'ensemble des muscles du corps. Appareil anatomique. L'appareil anatomique est un ensemble d'organes dissemblables, mais interdépendants et orientés vers une même fonction. L'appareil locomoteur est un ensemble d'organes, os, articulations, muscles, orientés vers la fonction de déplacement. L'appareil urinaire regroupe les reins, les urétères, la vessie et l'urètre et a pour fonction l'épuration du sang. Organisation topographique du corps humain. Le corps comprend quatre parties, la tête, le cou, le tronc et les membres. Ces régions présentent une couverture superficielle et une paroi, mais la tête et le tronc présentent en plus des cavités. La couverture superficielle est formée par la peau et par la toile sous-cutanée qui contient les vaisseaux et les nerfs superficiels. La paroi contient des os, des articulations, des muscles squelettiques, des vaisseaux et des nerfs profonds.
Les cavités contiennent des viscères et des organes accompagnés de leurs vaisseaux aînés. Les cavités crâniennes contiennent l'encéphale, les organes des sens, la partie initiale des appareils digestifs et respiratoires. Le canal vertébral loge la moelle spinale. La cavité thoracique contient le cœur, les poumons et l'œsophage. La cavité abdominopelvienne contient le tube digestif et ses glandes annexes, foie et pancréas, la rate, les glandes surrénales et l'appareil urogénital. Variations anatomiques. Les variations anatomiques comprennent des variations fondamentales et des variations communes. Variations anatomiques fondamentales, elles sont liées aux variations biologiques qui résultent du mélange génétique paternel et maternel. Ces variations fondamentales sont quasi infinies et font de chaque homme un être unique. Cette unicité du corps humain est mise à profit dans les techniques d'identification quasi infaillibles d'une personne. Ces techniques font appel soit à la génétique, recherche d'ADN, soit à l'étude de la structure de certains organes, empreintes digitales, iris, etc. Variations anatomiques communes. Elles relèvent essentiellement de différences morphologiques. Certaines peuvent être liées à l'âge, au sexe ou à la race, mais ces variations peuvent être transraciales ou interraciales. Exemple, certains organes peuvent manquer, être multiples ou différents. Ces variations sont importantes à connaître pour le médecin, car elles peuvent expliquer certains syndromes et pour le chirurgien qui pourra contourner les écueils opératoires liés à leur présence. Exemple, l'existence de côtes cervicales peut être à l'origine de certaines névralgies par compression du plexus brachial.